que je peux? Merci. J'ai eu l'insigne honneur et le plaisir d'être là et de participer à ce qui se passe au Tchad. Je voudrais, avec votre permission, permettez la tautologie, me permettre de prendre quelques libertés parce que nous sommes frères. Peut-être qu'on m'a invité comme Camerounais, mais je pense que je suis africain, citoyen d'Afrique centrale et préoccupé par ce qui se passe dans notre sous-région. À un moment donné, pour que ce qui est en train de se passer au Tchad entre dans l'histoire de notre continent. Voyez-vous, les peuples de par le monde traversent différentes phases de leur aventure historique dans la conquête de l'espace comme dans la réalisation de leur destin. Lorsqu'en août 1941, un nouveau destin a été envisagé à travers la charte de l'Atlantique pour les peuples et territoires coloniaux, leur réservant en bout de ligne une indépendance complète, et les puissances tutélaires allaient résister à ce destin de ces peuples. Ils nous ont plutôt offert des pseudo-indépendances et des indépendances politiques qui ont perturbé fortement le fonctionnement de nos nations et l'édification de nos États. Et je voudrais, pour le cas du Tchad, pour que certains d'entre vous qui me voient pour la première fois ne m'écrasent pas de leur regard, mais sourissent un peu, vous rappelez, et aussi pour les jeunes qui n'ont pas connu ces moments, quelques anecdotes. Soyez patients avec moi. Le 11 août 1960, le discours prononcé par François Tombalbaye a été marqué par une coupure d'électricité. Le premier jour où on veut proclamer l'indépendance, il y a coupure d'électricité. Deuxième anecdote, le lendemain, c'est-à-dire le 12 août 1960, il y a eu une grande discussion entre François Tombalbaye, Pierre Tourangaba et Gabriel Lisette au sujet de la composition du drapeau du jeune État. Troisième anecdote, présence remarquée d'une jeune fille tchadienne superbement habillée, perchée sur un char pour ouvrir le défilé. Je crois que les jeunes filles tchadiennes dans la salle doivent réfléchir à ce qui s'est passé ce jour-là. Quatrième anecdote, ou quatrième. Report en janvier 1961 de la célébration de l'indépendance pour s'assurer de la présence des représentants de toutes les provinces au défilé en N'Djamena. C'est-à-dire qu'on a célébré l'indépendance sans que toutes les provinces soient représentées. Notez bien ces anecdotes. Plus tard, en divergence avec les acteurs politiques en raison du régime parlementaire dès 1962, les règles du jeu vont être changées, occasionnant des tensions ouvertes en septembre 1963. C'est-à-dire que 3 ans après la proclamation de l'indépendance, on était déjà dans les difficultés. Ces éléments sommairement rappelés indiquent à juste titre que dans la construction de la nation tchadienne et son édification en un État moderne, à l'instar de nombreux territoires ayant connu l'administration tutélaire, certains processus de formation et de consolidation de la nation sont restés inachevés ou perturbés. Ces perturbations stato-créationnelles n'ont pas manqué de répercussions sur la stabilité du jeune État tchadien, dont les stigmates d'extension, la récurrence des revendications des mouvements politico-militaires, les postures protestataires des organisations de la société civile reflètent les valeurs démocratiques et le respect d'état de droit. La question
qui émerge donc de ce paradoxe et est le constat de la permanence de la conflictualité dans le pays. Pourquoi cela? Plus récemment, les événements tragiques de 2021, j'espère que chacun pense clairement à ce que j'évoque avec émotion. Une nouvelle dynamique d'apaisement, heureusement, de pacification et de rationalisation des tensions sociopolitiques a permis de canaliser les énergies des acteurs autour de la refondation d'une nouvelle nation tchadienne dont les contours ont été déclinés, d'abord par l'accord de Doha et surtout par les recommandations et résolutions du dialogue national inclusif et souverain de Nice, tenu en N'Djamena du 20 août au 8 octobre 2022. À cet égard, et l'autre question, dans quelle mesure la transition politique amorcée garantira-t-elle la paix, la stabilité, la réconciliation, la concorde, le respect de l'autre et la justice sociale tant recherchée? Et une autre question, forcément, qui s'accroche à celle-là, quel pourrait être le rôle et les enjeux du suivi et évaluation de ce processus dans le contexte ainsi décrit? Pour répondre à ce questionnement, la réflexion a adopté une approche pluridisciplinaire, mobilisant les théories de la dépendance, de la géopolitique et de la sécurité, ainsi que les concepts des sphères d'influence, de paix positive et d'indépendance inachevée, pour former une grille d'analyse pertinente. L'objectif de cette démarche est de montrer qu'au-delà de l'enchaînement des périodes de transition et des souhaits exprimés à travers les recommandations et résolutions du DENIS, le suivi et évaluation devrait davantage consister à s'assurer de l'ancrage de la démarche transitologique du peuple tchadien dans la mobilisation des éléments structurants d'une nation stable, sans négliger les considérations étiologiques des conflits connus, en vue d'une démocratie substantielle, plutôt que de se limiter à ce qui mène à la démocratie processuelle. Ainsi présenté le cœur de la réflexion et de cette communication, je voudrais décliner les trois moments. Le premier, c'est les racines. Il est axé sur les racines des perturbations du fonctionnement des États d'Afrique subsaharienne, dont le Tchad. Les risques, en deuxième lieu, d'une transition politique stérile ou improductive serviront de second moment intermédiaire pour le troisième qui, lui, mettra en relief les exigences d'un suivi d'évaluation réussi, évidemment susceptible de répondre aux préconisations des conclusions, recommandations et résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans la première articulation, j'ai annoncé les trajectoires d'édification perturbées des États africains et les crises sociopolitiques en post-colonie. Ici, je vais aborder trois points importants. Dans le premier, je voudrais rapidement dire ceci. La dépendance structurelle externe n'est pas neutre dans la conflictualité interne. Les problèmes qui arrivent à l'intérieur du Tchad ne naissent pas tous de l'intérieur. Je pense que c'est le message clé de ce premier segment. Considérée comme l'une des raisons les plus riches au monde en ressources naturelles, l'Afrique centrale suscite des convoitises de toutes parts. Et étendue au Congo, ou alors le Congo étendu à la sous-région, on l'a qualifié de scandale géologique et minier en raison d'énormes ressources qu'on y trouve. C'était en fait un Belge qui, Jules Cornet, visitant le Katanga en 1892. Depuis ce temps-là, notre sous-région est convoitée. Et ce qui se fait à l'est veut un Tchad nouveau.
Et pour cela, je voudrais dire un certain nombre d'éléments très rapidement. D'abord, les activités doivent être menées par tous. Elles sont en train d'être menées de telle sorte que tout le monde est impliqué. Mais si on considère rien que la participation des femmes au dialogue représentait seulement 17%. Il y a un problème alors que, selon les statistiques du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, les femmes et les jeunes de moins de 15 ans ou jusqu'à 15 ans représentaient 50,6%. Est-ce qu'on va parler d'égalité? Comment est-ce que les acteurs de la transition comptent améliorer le degré d'implication de ces catégories sociales? Donc, les questions de la population méritent l'inclusion et l'égalité envisagées comme une priorité. Je ne reviendrai pas longuement sur les principes de la démocratie parce que vous les avez beaucoup mobilisés pendant le dialogue et avant le dialogue d'ailleurs. Mais j'ai noté avec beaucoup de confiance et d'intérêt l'évolution du travail qui se fait. Seulement, face aux contraintes réelles et potentielles, généralement, la tentation est bien grande de procéder à la priorisation. Quand il y a beaucoup de choses à faire, on a tendance à éliminer d'autres et à prioriser certaines. Pourtant, le peuple tchadien voulait que tout ce qu'il a évoqué pendant le dialogue soit fait. Et comment on va procéder? Voilà une des questions auxquelles vous devez répondre de manière concrète. Et les études transitaires, distingués experts et membres du cadre indépendant de suivi et évaluation, mesdames, messieurs, les points focaux, maillons importants du dispositif que nous souhaitons implémenter ensemble. Chers tous, invités à cette session en vos rangs, grades et tout protocole observé. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement de transition, qui aurait bien voulu s'adjoindre à nous, mais qui, face aux lourdes exigences de sa responsabilité, a souhaité nous laisser prendre, à l'occasion de cette ouverture d'atelier sur le mécanisme de suivi et évaluation, qui demeure une activité très importante du dispositif pour le suivi de la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Je voudrais vous exprimer ma gratitude pour la présence remarquée des uns et des autres. Les tragiques et douloureux événements du 20 avril 2021 ont forcé notre pays à s'inscrire dans une transition politique qui, depuis cette date fatidique, occupe la plus grande énergie du leadership politique de cette nation. Si nous ne sommes Le professeur a bien fait de rappeler l'interruption d'énergie à l'indépendance. Ça nous poursuit. Les tragiques et douloureux événements du 20 avril 2021 ont forcé notre pays à s'inscrire dans une transition politique qui, depuis cette date fatidique, occupe la plus grande énergie du leadership politique de cette nation. Si nous ne sommes pas le seul pays en transition, nous savons du reste que toutes les transitions politiques ne sont pas des success stories. C'est pour cela que le Tchad se doit d'inscrire, vaille que vaille, son nom sur la table des pays dont la transition
conduira impérativement à une refondation caractérisée par le retour à l'ordre constitutionnel. Il nous faut au moins pour une fois atteindre l'alternance démocratique au pouvoir. C'est le cri de tous les fils patriotes de ce pays. Pour un rappel d'usage, nous savons tous que le suivi et évaluation demeure un outil essentiel pour mesurer et améliorer la qualité et l'efficacité de nos services, principalement la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Par le suivi et évaluation, nous pouvons vérifier si nos efforts sont efficaces et s'ils sont suffisants pour atteindre nos objectifs. Il nous permet de mesurer les progrès réalisés et de déterminer les actions à entreprendre, sinon les ajustements nécessaires pour améliorer nos performances. Les impératifs du suivi et évaluation ont conduit et pondu depuis la nuit des temps le concept que nous connaissons tous de la gestion axée sur les résultats. En effet, chers participants, les conclusions du dialogue national inclusif et souverain dont le gouvernement a la responsabilité de leur mise en œuvre sont donc des points d'attente pour lesquels nombre de nos concitoyens y attachent du prix, tant leurs destinées y sont liées, mais aussi leur survie en est marquée. Ainsi donc, leur mise en œuvre reste non négociable, sauf si la réalité du terrain dans la mise en œuvre suggère des ajustements. Le gouvernement de transition, sous la houlette du président de la transition, fait chaque jour de son mieux pour que les 24 mois de transition nous conduisent principalement dans la paix, la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, à un retour à l'ordre constitutionnel démocratique, doublé d'une alternance démocratique dans ce pays, disais-je, qui a tant souffert. C'est à cela que nous devons tous nous dévouer aux côtés du président du Haut Comité de pilotage pour que chaque entité en charge d'une portion de cette chaîne de la refondation dispose de l'espace nécessaire pour relever son pari. Au cours de cet atelier, j'encourage les membres du Haut Comité de pilotage, ceux des bureaux des commissions thématiques, mais aussi les points focaux, à mettre les bouchées doubles pour qu'un document de référence et d'évaluation soit adopté avec la plus grande lucidité, la plus grande inclusivité, le plus grand consensus, en tenant compte des attentes exprimées sans les altérer. Que le cadre des résultats, les mécanismes de collecte des informations, la qualité des informations sur les réalisations et les canaux de diffusion soient examinés et mis en place de manière consensuelle en garantissant l'inclusivité, disais-je, principe cardinal de cette transition. Faisons en sorte que nos concitoyens n'aient plus à se poser des questions sur ce qui se passe, mais plutôt qu'ils soient informés sur la mise en œuvre et apportent leur appréciation, de sorte à recueillir leur feedback pour des avancées interactives régulières. Félicitant et encourageant nos concitoyens qui remplissent leur devoir sacré en ce moment et qui consentent un grand sacrifice par leur présence en nous accordant leur temps les plus précieux, je voudrais donc souhaiter plein succès à nos travaux. Je voudrais aussi déclarer par la même occasion ouvert l'atelier sur le mécanisme de suivi et évaluation de la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Je vous remercie de votre aimable attention.